Les amis, on va fêter les 1 an de mon livre L'œil de la forêt. Je remercie tous les lecteurs d'avoir acheté mon livre, de m'avoir fait confiance et même pour certains de carrément avoir mis un avis sur Amazon, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je me tente à lire le premier chapitre de L'œil de la forêt et ça commence maintenant. Tout le monde meurt à la fin, c'est évident. Pourtant, à y voir le comportement des hommes sur Terre, on se demande s'ils réalisent n'avoir qu'une seule vie. Sans doute ignorent-ils que lorsqu'on meurt, c'est pour la vie. Depuis l'aube des temps, nous savons qu'il existe des espèces inférieures à d'autres, ainsi que des races. C'est à la question du « en quoi » qu'on botte encore et que les critères sont imprécis. Mais les races existent par leur géographie. Ceux qui disent le contraire ont aussi raison, car quelle que soit l'espèce qu'il soit, si elle vit très longtemps sur un territoire, elle se métamorphosera par ces mêmes reliefs. Il y a eu dans tous les recoins du monde des forts qui observaient des faibles, et ça rigolait bien. Les uns avaient bâti les règles, et les autres les appliquaient. Tandis que les faibles se battaient pour savoir qui serait le meilleur d'entre eux, les forts se demandaient comment ils auraient pu exploiter l'heureux élu. Et alors qu'on adulait les forts d'aujourd'hui, héros sans lendemain, nous verrons bientôt surgir parmi ceux que l'on a décrits comme faibles le nom de ceux qui marqueraient l'histoire. À une époque, ni lointaine ni soudaine, il se contait dans les régions du Nord la légende d'une forêt aux dimensions d'un continent. Une terre sans fin et sans frontières où la seule nature avait fixé les règles. Elle se nommait la forêt de Bailo-Edia. Cette forêt recelait de trésors et d'après la légende, l'élu qui devrait se sacrifier pour la conquérir se verrait aussi promis à sombrer dans une folie macabre. De son territoire, on disait qu'il était si vaste qu'il serait impossible de l'envahir entièrement. On décrivait là-bas un monde d'extrêmes, aux descriptions surréalistes. Les montagnes ressemblaient à des titans, ronflant presque tout l'hiver de violentes bourrasques semblables au déluge de Noé. Quant aux vallées, elles s'étalaient comme de gigantesques pâtures, aussi songeuses que la tapisserie de Bayeux, anéantissant tel Attila toute l'histoire qui tentait de la traverser, dont les falaises écorchaient la terre comme pour annoncer un chemin sans issue, un destin tragique au sort bref. C'est la promesse qui était faite et qui pourrait lutter contre la volonté d'un monde qui met tout en œuvre pour faire échouer. L'hiver arrivait. Il arrivait si vite qu'on eût dit que le temps lui dévouait son âme. La forêt était habituée aux tempêtes de neige, aux pluies diluviennes et aux querelles incessantes des bêtes. Il s'y dessinait là un monde de cataclysmes, et lorsque les catastrophes vinrent, on disait des avalanches qu'elles arracheraient le sol du monde, comme un vieux tapis délavé, les résineux se déracinant comme de la mauvaise herbe, les ouragans, attisés par la veine d'une colère grandissante, balayeraient la forêt comme une vulgaire poussière. Dans l'antre de ces déboires, les tornades de poudreuse feraient jaillir des montagnes, une écume laiteuse aux cristaux sempiternels. Et lorsque ces derniers retomberaient et se colmateraient dans des manteaux de neige, ils en deviendraient si épais qu'ils formeraient une nouvelle menace, un énième chemin mortel pour les malheureux qui s'y aventureraient, une traversée dans un paysage blanc et tortueux aux couches épaissies d'un bon mètre et où l'espoir d'y trouver une fin s'évaporait avec le brouillard fantôme qui s'agitait sous les pieds des passants. Alors les terrains obscurcis par ces lourdes pelotes de neige, après avoir supporté ces amas colossaux, céderaient brusquement et engendreraient des éboulements faisant tout basculer sur son passage tel un jeu de domino, où alternaient blanc, blanc, blanc et un peu de rouge et de noir, pour les bêtes éventrées et les récifs rocheux. Ce monde pouvait dévaster tout ce qui lui passait sous la main, chiffonner les bois, gommer les montagnes, et emporter d'un trait toute espèce imprudente en un claquement de doigts. Son climat si dur et si hostile qu'il soit ne dissuaderait en rien ceux qui y prospéreraient. Le monde extérieur n'avait Dieu que pour les menaces. Le monde intérieur n'avait Dieu que pour la réalité. Il existe des tas de raisons qui transcendent tous les dangers, et les idiots ne mesuraient pas le trésor qu'il manquait. Un royaume ne peut briller que par sa seule architecture. Derrière la beauté de ce paysage se cachait quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui échappait aux lois de la physique, quelque chose que l'on ne pourrait jamais tenir entre les doigts, mais plutôt un trésor si grand qu'on tenterait vainement de le contenir, autant physiquement que spirituellement.
Dans ce royaume qu'on avait surnommé la Belle Dame, prospérait une montagne qui prenait la figure d'un œil averti au milieu du territoire. On pouvait admirer son éclat à des centaines de kilomètres à la ronde, et c'est pourquoi on lui conféra ce nom. Cet édifice, étendu jusqu'aux pentes du ciel, s'était formé sur les vestiges d'un volcan éteint depuis des milliers d'années. Mais en réalité, personne n'était capable ni d'estimer son âge, ni d'en voir le sommet, et c'est ce qu'on bégayait pour expliquer ses origines, malgré la ferveur de certains, à croire en tout et pour tout à la légende. Une légende née d'aucun fondement. Alors, en effet, la montagne ne dévoilait sommet puisque les cieux l'avaient recouvert et c'est ainsi que son ancienneté demeurait un mystère. Ce diamant blanc, recouvert d'une fine toile enneigée, s'était formé au carrefour de grands nuages et chaque jour qui passait, il ricochait à son sommet. Tous en ressortaient pourfendus d'un bout à l'autre tel un homme coupé en deux par une épée maladroite. Ce fut là l'unique marque qui renseigna de son envergure. Cette insondable scarification céleste, l'opacité de la brume qui surplombait la montagne ne permit jamais de discerner son point culminant. Il ne fallut que peu de rumeurs pour lui conférer le nom, définitivement établi, de Montagne Blanche. Avec les trésors incommensurables qu'on lui rapportait, les mythes sur cette forêt se propagèrent comme une traînée de poudre à travers les provinces du Grand Nord. Les gens raffolèrent de ces histoires, et notamment des petits contes qui invoquaient des animaux mystérieux. Parmi les plus populaires revenaient parfois celle du cerf, grand défenseur qui avait mené sa horde à une bataille de longue haleine contre les loups. D'autres fois celle d'un grizzly qui avait conquis tout le récif montagneux pour la seule raison de monopoliser les points d'eau et les autres nids de saumon. Mais celle qui eut le plus de succès fut certainement l'épopée du loup, à la couleur d'ivoire, qui régna en main de maître sur les 4 coins du royaume sans qu'aucun animal ne le mette en déroute ni ne le trouve. D'ailleurs, aucun n'avait su s'il existait réellement. Parmi les irrévérencieux, qui raffolaient des rumeurs et autres folklores, ces passe-temps disposaient également de leurs sceptiques et de leurs farouches opposants. Les tendances populaires suivirent toujours le même schéma. Une fois la masse conquise, reviennent les marginaux désireux d'attention. Ces blablas infondés agaçaient profondément les caractères boiteux et potelés, celui des anti-rêveurs que pouvaient être les bûcherons et autres pourfendeurs de flancs. Et à mesure qu'on se chamaillait dans le pays ou qu'on ironisait sur la situation, les moqueries commencèrent à dénigrer les fruits et les viandes des marchés locaux. D'abord enthousiastes à l'idée de rameuter les spéculateurs dans leurs tavernes et passer des soirées à déglutir sans vergogne, les serveurs devaient maintenant faire face aux 2 camps, ceux qui étaient partisans de la légende et les opposants. On les dénommait ainsi les pro-légendes et les anti-légendes. Il fallut alors prendre soin de les entacher par le vin d'opinion plutôt que de s'embourber dans des opinions vaines. C'était un risque nouveau que celui de ne plus revoir une partie de la clientèle sujette à la susceptibilité ou au délit d'opinion. Les langues autrefois déliées s'étaient retroussées sous la menace d'un œil public, d'un juge anonyme et communautaire, toujours plus affûté par la dent populaire et la parole bien pensante qui stérilisait les esprits. Depuis, les gens étaient de moins en moins enclins à délivrer de sincères paroles et préserver l'authenticité qui les avait autrefois caractérisés dans le Grand Nord. L'autrefois, une rixe tout à fait banale, mais néanmoins représentative de l'ambiance, eut lieu entre un pro-légende et un pêcheur. Les 2 hommes s'étaient trouvés en rue commerçante et le premier vint choper le poisson de l'autre en le claquant de sa main, d'une paume marquée par le sillon de crasse et la délicatesse méprisante. « Un poisson, ça » dit le pro-légende en le tapotant mollement sur le présentoir comme pour signifier de sa piètre qualité. « Mais dites-moi, on nous sonne que ceux de Bailo et Dia ont la taille d'un brochet, qu'ils présentent bonne chair et ont la source de l'eau qui leur rafraîchit le ciboulot. C'est tout de même mieux que la pourriture qu'on nous vend ici, hein, où la chair est toute flétrie et toute moisie. Il suffit de l'écailler pour s'en rendre compte. » Le pêcheur pris de court fut si hébété qu'il eut lui-même ses esprits à repêcher avant de faire surface. Les marchands ont toujours eu la sottise de penser que si les passants léchaient les vitrines, c'était pour acheter avec plaisir et non pour mieux cracher les glaires d'ego qui leur chatouillaient la gorge. La méfiance eût gagné toutes les circonscriptions du Nord et cristallisé les mœurs.
Par la suite, il eût été facile de rapporter des anecdotes semblables pour les viandes qu'on trouvait trop rances, la qualité du bois jugé trop humide, ou pour toutes les sortes de baies sujettes à l'invasion des vers et autres pourritures. Ils s'y mettaient tous là-dedans, du père ivrogne à la mère cuisine, jusqu'à l'enfant trimard à dénigrer tous les produits qui leur tombaient sous la main, comme si la nature eût été programmée à prodiguer des fruits respectant les critères des hommes. Les autres pêcheurs, bûcherons et primeurs se virent cultiver des ressentiments à l'égard des habitants qui leur étaient encore inconnus, se voyant petit à petit décliner vers la haine. Eux, qui avaient toujours été baignés dans la dévotion populaire, s'occupant de leurs produits comme de leurs enfants pour offrir le millésime à leurs concitoyens. Adam Smith eut d'abord dit qu'ils l'eussent fait pour eux, mais eux avaient leur ignorance pour s'en convaincre. Les commerçants excédés finirent par déserter le marché. La populace, dans un premier temps fière et confiante, finit par courber l'échine et ployer sous l'ampleur des attaques que se renvoyaient les pro-légendes et les anti-légendes. La région de Bailo-Edia abritait une forêt primaire, présente depuis la nuit des temps. Elle était le terrarium du monde et un jour l'élu viendrait pour redorer cette forêt, pour lui révéler sa lumière. Cependant, il existait toujours des inquisiteurs dont il fallut se méfier, car ils s'échineraient à saboter sa prophétie. La forêt de Bailo-Edia avait pris les atours d'une religion, d'un côté des interprétations dégradantes vis-à-vis du monde, et de l'autre des justifications fallacieuses destinées à excuser les petits crimes de certains profiteurs. Ces blasphèmes enclenchèrent les rouages de sa décadence, des esprits cloisonnés entre les murs de la certitude, embourbés dans des paroles sacrées, contrastant leur vie mondaine à l'endroit idyllique, promettant monts et merveilles, avaient rendu pour compte des oreilles sourdes en tout lieu. Aussi soudainement que les Nordiens eurent embrassé la doctrine de cette légende, le baiser amer de leur ressentiment la fit partir en effervescence. Tout le monde voulait en finir, et quoi de mieux pour terminer une histoire que de ne plus en parler. Les anti-légendes prirent le dessus et les pro-légendes disparurent, stigmatisés dans les tabous. Personne ne voulut plus entendre parler de la légende de Bailo-Edia. Quelques années s'écoulèrent jusqu'au jour où l'histoire parvint en ville aux oreilles d'un homme. Et alors que l'on pensait la légende éteinte, l'homme découvrit après plusieurs recherches qu'une coalition avait subsisté dans l'ombre et s'était réunie dans un endroit tenu secret, chaque fin de semaine et durant ces 2 dernières années. Cet endroit niché, semble-t-il, dans un archipel, une île au milieu des îles, en se demandant laquelle, elle, l'île, était perdue dans l'aile des îles de l'Ouest sans qu'on pense à elle, l'île, c'était bien celle qui gisait dans ses fièvres où pullule l'air engouffré, celui que l'on retient pour taire ses mots. À l'heure de cet air de méfiance où l'on n'y est qu'un île pouvait changer le cours de son histoire à elle, la légende, dans le nord gisait une île appelée Marianne et abritant le village d'Orgunst. L'île ressemblait à un croissant de lune échoué dans l'encre noire. Les 2 pointes surgissaient des fonds marins et l'une surplombait l'autre, accrochant le ciel comme la pince d'un crabe. Le rocher était ciselé à la mesure d'un tronçon, comme si un bourru avait voulu croquer dedans, un poivreau par exemple. Et si l'île d'Urgunst eût paru avoir l'aspect d'une pince de crabe, malheur à celui qui se retrouverait pris au piège. Pour rejoindre ce village, il fallait passer dans les vagues nauséeuses, soit environ 1/4 d'heure à vomir en barque. L'île Marianne, astre aux allures d'épave, concentrait tout son éclat dans un pub. Le même éclat que celui de l'œil perdu au fond d'un puits, comprenant que la mort est un trou où l'on s'ennuie trop à l'attendre. Il n'y avait donc que ça, un pub pour la faire surgir de l'obscurité qui la noyait, rien d'autre. On l'appelait l'île aux cadavres. Les habitués l'appelaient comme ça en tout cas, mais personne n'y trépassait. Seul un charnier d'ivrogne est allé ça et là au matin singer la mort dans la putréfaction avec des Roland de whisky d'occasion. Il valait mieux retourner chez soi, mais plutôt que de vomir en barque, on songeait à s'affaler dans l'herbe gelée, bercé au fin fond du soir, encensé par la brise des fleurs et leurs pétales, attendant l'éclos nuptial jusqu'à lever l'œil dans les draps de la rosée. Des marins de passage, c'était eux qui avaient rafistolé l'ancienne scierie pour en faire ce pub. Ils avaient conservé le bois de l'époque. Ah, ils ont bien fait le boulot, c'est certain. Ça tenait à baraque, c'était rustique sans être dépassé. Les sagouins, c'était des feignants stratégiques qui, avant d'être omnibulés par la murge, avaient voulu se construire un beau toit pour boire et être à l'abri. Comme quoi, faut pas trop les négliger les mecs, sur un travail qui était pas le leur à la base. Et oui, ça arrive quand on a une bibine à la fin de la ristouille, ça motive à secouer les miches.
Les marins s'improvisent maçons pour boire, les pêcheurs remplissent moins leurs seaux de poisson pour dégueuler dedans quand ça leur chante le siphonneux, puis les villageois, eux, ils pavanent le portrait du maréchasseur pour boire en sacre et prier les traditions. Enfin, remercier les traditions, disons, c'est plus juste. Alors c'est pas comme si dans les ports on retrouvait des poivreaux de tous les goûts, ça sent le fond de la mer pourrie jusqu'à leur glotte. C'est de l'ouverture d'esprit couplée à de l'ouverture de gueule. Mais faut admettre, y a plus que dans les ports et les forêts que ça se balade, les vraies paroles, les authentiques, celles qu'on ne travestit pas dans des manières courtoises et colorées. Là où on remercie les sales gueules, c'est qu'elles gardent souvent leur langue propre, même si ces langues propres ne sentent pas toujours bon. Puis, ce fameux soir d'hiver arriva, le soir où la réunion des pro-légendes allait se tenir comme tous les samedis soirs depuis 2 ans. Tous les membres étaient prêts à se livrer à des débats endiablés et des interprétations toujours plus accentuées par les délires de ces hommes qui aimaient avoir l'idée farfelue et le dernier mot. Mais cette fois-ci, au loin, entre les herbes hautes et fumantes d'écume, guettait un homme, celui qui était enfin là, et bientôt rejoindrait la partie. Voilà, c'était le premier chapitre de L'Œil de la Forêt. Si ça t'a intéressé, tu peux l'acheter via Amazon en broché ou en e-book. Et si la vidéo t'a plu et t'a donné envie de lire à ton tour, va checker ma vidéo où on va lire 1 heure ensemble. À tout de suite.